Bien, mesdames, messieurs, nous allons reprendre la séance avec un tout petit peu de retard, mais c'est traditionnel dans les manifestations, c'est le contraire qui aurait été problématique. J'ai l'honneur de présider ce panel de l'après-midi. Et avant de donner la parole à mes collègues et puis aux intervenants, juste en guise d'introduction, un mot peut-être pour compléter ce qui avait été dit ce matin par Jean-Pierre sur les commissions vérité et réconciliation en tant qu'élément de la justice transitionnelle dans une perspective comparée. Ça, c'était les institutions du pilier vérité. Mais ce qui est intéressant peut-être aussi de noter, parce que ça peut servir dans les expériences futures, c'est qu'il y a des institutions spécifiques dans le pilier justice aussi, comme on le disait. Alors évidemment, il y a les tribunaux qui peuvent être la Cour pénale internationale, qui peuvent être des tribunaux ad hoc, type tribunal pénal pour le Rwanda, tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Mais il peut y avoir aussi des juridictions spécialement créées pour sanctionner les violations massives. Alors, on a un exemple avec le tribunal spécial du Sierra Leone, on a un exemple avec la Cour pénale spéciale en Centrafrique. On a aussi des possibilités de saisir, dans le cadre du droit à la justice, les juridictions ordinaires, les juridictions de droit commun, évidemment, qui restent juges par principe des violations. Et ce à quoi je voulais en venir, c'est que dans l'exercice de ce droit à la justice, il y a aussi, et dans les diverses expériences, de plus en plus de pays qui créent ce que l'on appelle des juridictions, des tribunaux de justice transitionnelle. C'est-à-dire, ce ne sont pas des juridictions ordinaires auxquelles on confie le mandat de juger en période de justice transitionnelle, mais ce sont véritablement des juridictions de justice transitionnelle. On les appelle tribunaux de justice transitionnelle, juridictions de justice transitionnelle. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je voudrais citer, juste pour information, dans le cadre des expériences comparées, deux exemples. Premier exemple, la Tunisie, qui, dans le cadre de la Constitution de 2014, avait constitutionnalisé l'existence de chambres spéciales, qui sont en réalité des démembrements de la juridiction pénale de droit commun. Et ces chambres spéciales se voient attribuer un certain nombre de compétences dans le cadre des investigations liées au dispositif de justice transitionnelle. Donc on a ce premier exemple. Et puis sur un schéma très différent, et sur un autre continent, et je choisis volontairement l'autre exemple, je voudrais citer le cas de la Colombie avec la création d'une juridiction tout à fait unique, qui est la juridiction spéciale pour la paix. C'est une Cour suprême en Colombie qui est intégralement dédiée à la sanction et à l'investigation des violations des droits de l'homme commises par les forces paramilitaires et par les différentes forces armées sur le territoire colombien. Cette justice pour la paix, qui est une juridiction spéciale, elle s'inscrit dans ce que la Colombie appelle le système intégral de vérité, justice et réparation. C'est un système dans lequel toutes les problématiques de justice transitionnelle sont réparties dans des institutions spécifiques. Et il a semblé aux constituants colombiens, puisqu'il y a une base constitutionnelle à cette juridiction, il a semblé aux constituants colombiens que le meilleur moyen de poursuivre et de punir, c'était d'autonomiser la poursuite et d'autonomiser la sanction avec une juridiction spéciale tout à fait créée à cet effet. Ça pose évidemment de nombreuses difficultés sur la procédure applicable, sur la capacité à réduire les peines, comment appliquer le principe de proportionnalité, comment appliquer le principe d'égalité, etc., comment individualiser les peines. Et ça pose aussi des problèmes en termes d'articulation avec les juridictions de l'appareil ordinaire. C'est un vrai défi qu'une loi spéciale tente de réguler. Mais en tous les cas, voilà aussi un autre modèle d'expérience comparée sur le plan de la justice transitionnelle et sur le pilier droit à la justice, étant entendu, comme on le disait, que la dimension justice doit impérativement s'articuler avec la dimension vérité. Tout ça pour vous dire qu'il y a presque autant d'expériences de justice transitionnelle qu'il y a de pays qui mobilisent ou qui sollicitent la justice transitionnelle. Et c'est la raison pour laquelle il était important, en poursuivant l'analyse qu'on a commencé un peu en entonnoir, finalement, en partant du cadre général ce matin, de poursuivre aujourd'hui, et cet après-midi particulièrement, sur le contexte calédonien et de mener une réflexion sur, finalement, la manière dont la Nouvelle-Calédonie pourrait penser la justice transitionnelle
institutionnelle. Alors, tout est ouvert en termes d'ingénierie institutionnelle, d'ingénierie juridique, d'ingénierie non juridique, en réalité, puisque vous avez compris que peut-être la valeur ajoutée de ces mécanismes, c'est leur flexibilité, c'est leur plasticité, et c'est le fait, pour reprendre les termes de Léa, que peut-être le droit ne peut pas tout, et qu'on peut inventer des normes alternatives, des règles alternatives qui seraient acceptables par les parties à la sortie d'un conflit et pour aller sur le terrain de la réconciliation. Donc c'est avec ces présupposés-là que je vous propose de commencer la table ronde de cet après-midi avec 4 intervenants. On va juste un tout petit peu changer l'ordre des interventions. Je demanderai à chacune et chacun de respecter les 15 minutes, autant que faire se peut. Pour commencer, on débute avec celui par lequel on a conclu ce matin. Cher Jean-Pierre, vous avez la parole sur penser la justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie et quelques propos de cadrage. Merci beaucoup Fabrice pour me redonner la parole. Alors je vous rassure, hein, c'est la dernière fois que vous m'entendez. Ça commence, j'imagine, à faire un peu beaucoup. Voilà, je vais intervenir le premier parce qu'au fond, je suis dans une position qui n'est pas très confortable puisque j'ai un peu à participer à une table qui va proposer des solutions pour la Nouvelle-Calédonie. Et il est bien évident que je suis celui qui connaît le moins le territoire et donc je ne pourrai que proposer un certain nombre de pistes d'orientation et puis mes collègues viendront apporter leur connaissance bien plus précise que la mienne. Donc l'idée, et au fond, et la question qui m'avait été posée, c'est de savoir si on souhaite mettre en place une commission vérité et réconciliation en Nouvelle-Calédonie, et quel que soit l'organe qui va porter cette commission, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de prérequis ou est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de difficultés auxquelles on va être confronté et auxquelles il faut se préparer à répondre. Alors évidemment, j'ai pas la réponse pour la réponse pour savoir ce qu'il faut faire, mais le but de cette intervention, c'est peut-être d'essayer de voir là où les choses pourraient se poser des difficultés. Alors pardonnez un peu la naïveté de cette intervention si jamais je dis des bêtises, mais vu de l'extérieur, c'est comme ça que je formulerai peut-être un certain nombre de difficultés. Alors, la création d'une commission vérité et réconciliation en Nouvelle-Calédonie me paraît, au fond, relever de 2 interrogations qui sont l'une et l'autre assez liées. Une interrogation conceptuelle et puis une interrogation plus contextuelle. Interrogation conceptuelle parce qu'il va d'abord s'agir de savoir quel type de commission on va vouloir bâtir et comment bâtir une commission qui va pouvoir remplir sa mission. Il ne s'agit pas ici de parler d'une commission qui va remplir sa mission en Nouvelle-Calédonie, mais le type de commission dont il s'agit obéit à un certain nombre de règles, à un certain nombre de prérequis qu'il faut au moins rappeler. Alors, si on crée une commission vérité et réconciliation en Nouvelle-Calédonie, ça serait évidemment une commission qui interviendrait dans le cadre de ce que j'ai évoqué ce matin, c'est-à-dire le cadre d'un État démocratique, dans lequel il ne s'agirait pas nécessairement de changer le régime, de sortir d'une dictature, peut-être d'aller vers un règlement du conflit ou un apaisement du conflit, mais il faudrait situer cette commission dans ce cadre particulier des commissions vérité des États stabilisés. Et on a vu ce matin qu'il pouvait y avoir 2 types de commissions, celles qui intervenaient dans les anciennes dictatures au moment de révolution, de crise, etc., et celles qui interviennent dans le cadre d'États stabilisés. Alors, ces commissions, quand elles interviennent dans le cadre d'États stabilisés, ce sont de vraies commissions vérité et réconciliation, qui fonctionnent globalement comme n'importe quelle commission vérité et réconciliation, mais qui ont peut-être à relever un certain nombre de défis spécifiques. Et notamment, le défi spécifique, c'est le défi de la légitimité. Quelle légitimité peut avoir une commission vérité qui intervient en dehors de toute crise fondamentale, en tout cas de toute crise structurelle, et qui intervient dans un État dans lequel les structures de pouvoir fonctionnent, dans lequel les juridictions fonctionnent, dans lequel l'État fonctionne, dans lequel l'administration fonctionne. Quand vous avez un État dans lequel plus rien ne fonctionne, ou que la justice, pour toute une série de raisons, ne peut pas assurer son rôle, la commission vérité, je dirais, personne ne se pose la question de savoir pourquoi on la met en place. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, et donc il faut s'interroger sur les moyens de fonder la légitimité de ce genre de commission. Alors, ces moyens, ils ont été posés par 2 chercheurs norvégiens qui ont travaillé évidemment à l'occasion de la création de la commission SAMI et qui ont élaboré peut-être un cadre référentiel qui est assez intéressant, c'est le cadre du 3+2.
Alors le cadre du 3+2, c'est un cadre qui consiste à dire une commission vérité dans une démocratie stabilisée doit présenter 3 garanties de légitimité vis-à-vis de 2 types de publics. 3 garanties de légitimité, ça veut dire d'abord qu'elle doit avoir une forme de légitimité politique. Elle doit être politiquement légitime, politiquement admissible, ce qui revient au fond à dire qu'il faut, que les acteurs concernés y adhèrent. Et ça, je crois que c'est une base. On ne peut pas faire une commission vérité qui serait par trop unilatérale, parce que là, elle ne pourrait pas remplir sa mission, ou elle aurait des difficultés à remplir sa mission. Et donc, il faut que les acteurs politiques, les acteurs sociaux adhèrent progressivement ou ne rejettent pas fondamentalement tous la commission vérité. Et puis, il faut une légitimité politique internationale ou externe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des autorités de tutelle étant ici pris dans son sens trivial et non pas juridique, mais des autorités de tutelle qui valident le fonctionnement de cette commission, que ce soit des autorités de type Organisation des Nations Unies, que ce soit des autorités étatiques, ou que ce soit même des autorités savantes. Il y a un certain nombre d'ONG qui peuvent attester ou participer à une commission pour en garantir le bon fonctionnement, la légitimité de l'institution. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, c'est la légitimité procédurale. Une commission vérité n'est crédible que si elle fonctionne d'une certaine manière. Alors, cette certaine manière, c'est la possibilité d'une certaine ouverture en matière d'opinion et d'audition. Les gens doivent pouvoir venir témoigner. Les victimes qui vont venir témoigner doivent être respectées, doivent être protégées. Et il doit y avoir un cadre suffisamment ouvert pour permettre, au fond, à toute personne intéressée de pouvoir y déposer son témoignage, que ce soit, pour reprendre un langage juridictionnel, à charge ou à décharge, favorablement ou défavorablement. Mais je dirais cette ouverture et cette équité procédurale est extrêmement importante. Équité procédurale qui va jusqu'à la garantie d'un certain nombre de conditions. Le terme est un peu mal choisi, de confort pour le témoignage. Le confort pour le témoignage, ça peut être un accompagnement psychologique pour des gens qui peuvent en faire la demande, ça peut être une préparation, ça peut être un anonymat, ça peut être aussi l'utilisation de langues ou de rites de témoignage qui sont adaptés à la culture de celui qui témoigne. Donc ça, c'est le deuxième facteur de procédure, excusez-moi, c'est le deuxième facteur de légitimité. Le troisième facteur de légitimité, je dirais, c'est une légitimité de performance. Il faut que la commission puisse faire la preuve de sa capacité effective à agir et à bien agir. Alors, effectivité de performance, ça veut dire que les enquêtes, ils doivent être bien menées, des experts doivent pouvoir y participer afin d'attester la qualité de la réflexion, et puis il doit y avoir également une sorte de réflexion mise en place par la commission sur la capacité que la commission va avoir de prendre des décisions, de proposer des recommandations et, le cas échéant, d'avoir un canal d'exécution de ces recommandations. 3 points. 3 légitimités, la politique, la procédure, la performance. 2, je l'ai dit 3+2, parce que ces 3 éléments doivent satisfaire à minima 2 publics. Le public des victimes, quand je dis le public des victimes, c'est le public de tous ceux qui participent du fait qu'ils considèrent avoir été victimes de leurs droits, mais aussi, parce que c'est important, le public de ceux qui sont accusés d'être à l'origine de ces violations. Il ne s'agit pas de dire que toutes les choses se valent, il s'agit de dire que les gens qui sont en posture d'être accusés, je schématise à grands traits pour rester dans le temps qui m'est imparti, eh bien, ils doivent nécessairement être capables de pouvoir y trouver une certaine satisfaction. Ce qui veut dire que là, il y a un effort à la fois de crédibilité, les victimes doivent s'y sentir défendues, mais les accusés ne doivent pas nécessairement s'y sentir mis en accusation systématique. Il doit y avoir une espèce de pédagogie, d'autant plus que dans des commissions qui interviennent dans des sociétés stabilisées, l'histoire est accessible, les faits sont connus, et donc si dans la société les faits connus ne sont pas reconnus, c'est qu'on ne souhaite pas les reconnaître. C'est qu'il y a une forme d'amnésie volontaire. Et donc là, il va falloir faire preuve non seulement de compétences, mais aussi de pédagogie et de persuasion pour tenter de faire admettre la légitimité de cette commission. Et ça, c'est une vraie difficulté. Ça, c'est une vraie difficulté qui pose la commission dans une situation difficile parce que les victimes doivent être suffisamment négociatrices pour convaincre que ceux qu'elles accusent seront traités équitablement, et en même temps, les règles doivent être suffisamment posées pour faire en sorte que, évidemment, la justice sera rendue ou que
une volonté impartiale s'y mettra en place. Et là, c'est pas très facile. C'est pas très facile à mettre en place. Donc ça, c'est le concept même de ces commissions. Maintenant, ce concept de ces commissions rapporté au contexte de la Nouvelle-Calédonie, tel que l'on peut la connaître de l'extérieur, eh bien, je dirais que la Nouvelle-Calédonie, et je vais utiliser évidemment le conditionnel, me paraît soulever vis-à-vis de ces exigences conceptuelles un certain nombre de difficultés. Et il y a peut-être 3 obstacles a priori à lever, en tout cas à considérer. Le premier obstacle, c'est qu'on va évoquer dans une commission vérité les violences, et qu'il y a, et on l'a vu ce matin, une pluralité de violences. Il y a une pluralité de violences parce qu'il y a une pluralité de victimes. Et le risque est soit de traiter toutes les victimes sur un pied d'égalité, avec le risque peut-être de passer à côté de la réalité historique consistant à penser qu'il y a une domination principale et des dominations, je ne veux pas dire secondaires, mais qui sont peut-être moins importantes. Donc il y a ce premier risque-là. Et le deuxième risque, c'est évidemment de survaloriser une communauté victime au détriment d'autres victimes potentielles. Alors, je n'ai pas besoin d'aller plus loin concernant la Nouvelle-Calédonie, mais vous voyez bien de quelle nature il peut savoir, de quelle difficulté ça peut être fait. Et c'est d'ailleurs une notion qui a été évoquée dans le discours du président de la République sur le chemin du pardon, en disant les Kanaks ont été les victimes, mais ce ne sont pas les seules victimes, et il y a une longue suite de victimes. Alors, comment on fait ? Comment on fait ? C'est évidemment pas à moi de le dire, mais peut-être 2 remarques. La première, c'est que dans des commissions qui sont placées dans cette situation-là, parce que souvent, quand on est vu de l'intérieur, on a l'impression que sa situation nationale, elle est complètement originale et que ici, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Non, ici, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs, et ici, c'est pas différent d'ailleurs. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à parler de la paix au Pays Basque, on me disait sérieusement, bah oui, les Sud-Africains, blancs et noirs, ils ont pu se réconcilier, mais nous, avec les Espagnols, évidemment, ça sera plus difficile. Pourquoi ? Il n'y a pas eu d'apartheid au Pays Basque, donc enfin voilà. Mais on a toujours cette sensation-là. Donc ici, peut-être, il y a deux idées à retenir. La première idée, c'est qu'il faut trouver un élément unificateur. Il n'est pas possible de laisser certaines victimes, certaines violences de côté. Il n'est pas possible non plus de traiter dans une forme d'égalisation, me semble-t-il. Et donc, très souvent, ces commissions vérité, elles recherchent ce qu'on appelle le fondement matriciel de la violence. Est-ce qu'il y a une violence principale ? Est-ce qu'il y a une violence annexe ? Est-ce qu'il y a des points communs dans la violence ? Et c'est le deuxième point peut-être qu'on pourrait évoquer. S'il y a une pluralité de victimes, il y a peut-être une unité de culpabilité. C'est-à-dire que si toutes ces victimes qu'on a évoquées ce matin et qui ont été ce matin si brillamment évoquées sur ce conglomérat de souffrances, peut-être qu'on peut essayer d'imaginer une unité par rapport à la cause de cette violence. Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est la colonisation ? Etc. etc. Mais je crois qu'il y a un premier effort à faire. Le deuxième effort à faire, ou la deuxième difficulté à relever, c'est que à côté de la pluralité de la violence, il y a une minorité de la violence. Minorité de la violence, je le dis de manière un peu provocatrice, c'est que les victimes sont aujourd'hui, et notamment les Kanaks, en position de minorité en termes de numérique. Et il faut régler cette question-là, parce que si on compare avec l'Afrique du Sud, les victimes étaient majoritaires. Et donc, c'est plus compliqué de mettre en place une commission dont les accusés sont majoritaires et les victimes minoritaires. Il va falloir trouver une situation, trouver une solution. Ça passe évidemment par peut-être le fait d'éviter ce rapport à la démocratie numérique, si j'ose dire. Le fait d'être politiquement majoritaire ne donne pas nécessairement raison juridiquement. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir trouver un moyen de se parler. Il va falloir trouver un moyen de communiquer. Il va falloir trouver un langage qui permette aux victimes de convaincre ceux qui seront placés ou ceux qui pourraient être placés en position d'accusés, de les convaincre qu'au fond, c'est légitime et c'est acceptable. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on voit bien que toutes les sociétés, et là évidemment je sors de la Nouvelle-Calédonie pour aller vers d'autres exemples nationaux que je connais un peu, toutes les sociétés fabriquent un certain nombre d'éléments de langage pour se protéger de la culpabilité. Si on a fait des sondages très précis auprès des Blancs d'Afrique du Sud, ce qu'ils pensaient de la commission vérité. Et encore, j'insiste le fait que les Blancs sont minoritaires. Donc, les arguments étaient très clairs. Pour les gens qui étaient personnellement accusés, l'argument était de dire soit j'ai obéi, mais
ce n'était pas si grave, ce n'est pas un crime. Ce que j'ai fait, l'apartheid, n'était pas aussi criminel que vous le dites, vous exagérez. Et pour les autres, cette espèce de zone grise de personnes qui n'ont pas été directement impliquées mais qui ont participé, on vous disait oui, mais bon, l'apartheid, c'est passé, on ne va pas y passer la vie. Il faut tirer un trait. Et c'est souvent intéressant de voir combien ceux qui ont participé à des crimes ont toujours une grosse envie de tirer un trait pour isoler ces crimes. Et donc là, il y a cette idée-là. À cette difficulté-là, je ne porte pas de jugement. Je sais que c'est une difficulté qu'on trouve dans toutes les sociétés qui sont confrontées à des processus de mémoire et de réconciliation. Et donc, il faut trouver une manière de se parler. Et puis, la troisième difficulté, je dis, il y a une difficulté qui vient à la pluralité de la violence, une difficulté à la situation des minoritaires, et une troisième difficulté, c'est que, en tout cas jusqu'à présent, nous sommes en France. Nous sommes en France, c'est-à-dire dans le pays, certainement, qui est le moins préparé intellectuellement à accepter l'idée d'une commission vérité. Il y a dans l'administration française, il y a dans l'État français, dans l'histoire de France, une culture qui rejette le concept de repentance, une culture qui rejette le concept de culpabilisation, et une culture qui parfois peut amener l'État à nier les évidences. Souvenons-nous de François Mitterrand et de la rafle du Veldiv, il faut attendre Jacques Chirac pour admettre la responsabilité de la France. Et souvenons-vous de la difficulté qu'ont les gouvernants français à présenter des excuses. J'ai bien vu Fabrice. Mais 2 minutes, c'est plus qu'il ne m'en faut. Et donc, il va falloir traiter de cette difficulté-là. Parce que la Grande-Bretagne, le gouvernement britannique a présenté un très grand nombre de fois ses excuses et a engagé des procédures. On ne peut pas dire qu'ils ont parfait par ailleurs. Mais la France, c'est plus compliqué. Et donc, peut-être qu'il va falloir lever cet obstacle-là et convaincre l'État de pouvoir participer sans avoir la sensation de se renier. Et je dirais, là encore, l'extrait du discours du président de la République sur le chemin du pardon ne sera pas un chemin de repentance. Vu de l'extérieur, ça on pourrait dire, mais ça sera un chemin de quoi alors ? Si vous admettez avoir commis un crime, et je crois que c'est Emmanuel Macron qui a dit la colonisation est un crime contre l'humanité, crime contre l'humanité, c'est une qualification pénale extrêmement grave, et en même temps vous venez de dire mais je ne veux pas m'excuser, il y a un blocage à dépasser. Donc voilà, peut-être ce qu'on peut voir de l'extérieur. Alors pardonnez-moi, hein, j'ai été un peu cash, mais vous commencez à me connaître. Et puis, parce qu'il fallait poser le débat, mais je crois que vu de l'extérieur, ce sont ces difficultés-là qu'il convient d'aborder. D'aborder, ça je peux le dire, de les régler, c'est pas ma compétence. Et je laisse maintenant la parole à ceux qui sont bien plus compétents que moi pour le faire. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre pour la présentation du cadre et pour faire la transition et avant de passer la parole à Nadège, je dirais en complément qu'en complément du cadre, il y a aussi une interrogation sur le portage de ce type de commission. Et c'est une interrogation qu'on avait eue précédemment. Je vous livre 2-3 observations qui valent ce qu'elles valent d'un regard un peu extérieur d'un constitutionnaliste. Première hypothèse, si on se base sur les expériences de justice constitutionnelle comparée, un portage par le président de la République, vous aurez compris qu'un décret présidentiel qui consisterait à créer une commission vérité, ce que l'on voit à l'étranger, c'est évidemment impossible ici dans le contexte. Deuxième portage possible, par le législatif. Mais qui pour le législatif ? Une loi nationale du Parlement français, pour des raisons assez évidentes, et en plus d'équilibre ou de déséquilibre politique de l'Assemblée nationale, on ne voit pas bien comment ça pourrait fonctionner. Deuxième hypothèse, une loi de pays, au sens de la loi organique de 1999. Une loi de pays pourrait-elle porter la création d'une commission vérité ici en Calédonie ? On peut trouver les bases juridiques, je n'ai pas le temps de mener le raisonnement ici, mais en faisant une lecture croisée de certaines dispositions de la loi organique de 1999, on pourrait éventuellement, de manière très constructive et un peu fragile certainement, trouver des bases juridiques. Oui, mais, écueil, vous le savez, les lois de pays sont nécessairement soumises au contrôle de constitutionnalité. Et là, alors il faudrait faire une étude un peu intensive de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour voir dans quelle mesure une loi portant création d'une CVR pourrait passer ou non sous les fourches codines du Conseil constitutionnel. Troisième hypothèse à laquelle on peut penser, une expérience législative pays, c'est-à-dire une commission vérité pays portée par le Congrès ou coportée par Congrès et Sénat.
coutumier. L'avantage, c'est l'autonomie institutionnelle, dans le respect de la répartition des compétences, et l'autre avantage, c'est la légitimité démocratique des deux institutions qui représentent de manière différenciée deux composantes de la société calédonienne. On pourrait, si un coportage n'était pas envisageable, aussi sur le plan de la technique parlementaire, peut-être envisager un portage ou une transformation, par exemple, d'une commission d'enquête que créerait le Congrès, puisque le Congrès Nouvelle-Calédonie a cette capacité de créer des commissions spéciales ou d'avoir des commissions permanentes, transformer l'office d'une commission du Congrès en commission Vérité et Réconciliation, ce qui pourrait avoir l'avantage aussi de donner une autonomie au Congrès, mais on retombe sur la problématique nationale qui est celle de la volonté évidemment politique. Et puis enfin, j'aurais peut-être dû commencer par là, il y a aussi des hypothèses de CVR qui sont créées par la Constitution. Et ce sont les mouvements de constitutionnalisation de la justice transitionnelle. Alors soit on constitutionnalise des objectifs de la justice transitionnelle, on va faire figurer la réconciliation, le droit à la justice, etc. Soit on constitutionnalise des institutions. Et on a, à travers le monde, un certain nombre de commissions vérité et réconciliation dont la pérennité est assurée parce qu'elle repose sur un fondement constitutionnel. Donc, vous voyez venir la question, dans quelle mesure le texte du 4 octobre 1958, la Constitution française, pourrait-elle prévoir la base constitutionnelle d'une commission vérité ? Vous allez me dire, il faudrait réviser la Constitution. Oui, mais il me semble que des processus de révision relatifs à la Nouvelle-Calédonie sont envisageables, en tous les cas envisagés. Est-ce que dans ce cadre-là, on ne pourrait pas fonder, je ne sais pas, indirectement, une référence à une commission vérité ? Ce n'est pas tout à fait ubuesque comme réflexion, puisque je rappelle que dans le cadre du titre 13 de la Constitution, vous avez des dispositions transitoires qui constitutionnalisent l'accord de Nouméa, et l'accord de Nouméa, tu l'as rappelé Léa, dans son préambule, fait un certain nombre de références, et évidemment à la réconciliation, fait un certain nombre de références à la justice transitionnelle, en tous les cas, dans ses objectifs et dans ses principes. Et on pourrait ici avoir, en tous les cas, une référence possible pour créer une commission vérité, mais vous le voyez, encore une fois, derrière, il faut la volonté politique. Ceci me conduit donc à donner la parole à Nadège immédiatement pour incarner ce qui pourrait être le travail aussi d'une commission vérité autour de la médiation et du dialogue. Nadège, tu as la parole. Merci Fabrice. Nous avons revu, on va dire, en cours de présentation de Jean-Pierre l'organisation de nos interventions de cet après-midi, tout simplement parce que la contribution que je voulais faire aujourd'hui, alimenter ou venait, sinon donner des réponses, parce que je pense que j'en ai pas plus, mais au moins questionner et apporter d'autres éléments de réflexion qui seraient amenés dans le cadre donc, d'un processus de justice transitionnelle. Alors, ce qui est bien, c'est que j'avais déjà trop de slides pour tenir 15 minutes, mais je vais m'appuyer sur ce qui a été dit ce matin. Et ça, c'est fabuleux, parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc, je partais de l'idée que la justice transitionnelle, on a vu ce matin donc, les 4 piliers sur lesquels elle reposait. Donc, je les cite là, parce que je vais en avoir besoin après pour ma démonstration. Donc, la vérité, la justice, les réparations et les garanties de non-répétition. Et donc je ne reviens pas et ça me permet d'avancer sur les définitions qui ont été données et puis l'évolution du concept de justice transitionnelle. De la même façon, donc, ce qui est intéressant et qui a déjà été dit ce matin et qui me permet de gagner du temps, c'est donc toute l'évolution de la justice transitionnelle, c'est-à-dire la déconstruction pour une reconstruction de justice transitionnelle, et notamment donc les objectifs directs qui étaient liés initialement à la justice transitionnelle, et la version donc après ou en cours de reconstruction qui envisage la justice transitionnelle de manière beaucoup plus large. Et donc moi, mon intervention, elle s'inscrit dans cette vision beaucoup plus large, donc dans cette vision renouvelée d'un processus de justice transitionnelle qui s'attache aussi donc à gérer les conflits, à promouvoir la confiance et à contribuer ou essayer de contribuer à la réconciliation. Et notamment aussi donc de démontrer qu'un processus de justice transitionnelle, il est totalement adaptable, et on
l'a vu ce matin avec la déconstruction, la partie déconstruction, où la justice transitionnelle, elle pouvait peut-être de manière quasi automatique maintenant être uniformisée, prendre la même forme, quels que soient les contextes, etc. Donc là, précisément, mon propos s'inscrit dans cette vision qui n'est plus, et au contraire dans une vision donc renouvelée. Alors, je m'appuie là-dessus sur ne serait-ce que les recommandations de l'ONU, hein, qui dit que la justice transitionnelle, en fait, elle doit être adaptée au contexte national. Quand on parle de national, ça peut être aussi local. Donc on doit prendre en considération le contexte à la fois politique, juridique, on nous dit le contexte culturel, le contexte historique aussi des pays. Deuxièmement, ce processus doit faire l'objet à chaque fois d'une appropriation, alors ils disent nationale, mais ça peut être aussi une appropriation locale, et ça a été très bien démontré ce matin en disant c'est pas forcément l'État, l'institution centrale qui prend l'initiative, mais ça peut être des institutions décentralisées qui prennent l'initiative ou qui organisent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit un processus inclusif, et c'est-à-dire que cela doit intégrer, prendre en considération, et même les parties prenantes, en fait, doivent être la cheville ouvrière aussi de leur propre processus de justice transitionnelle. Donc, intégration des parties prenantes dans l'objectif de permettre la transformation sociale, sociétale qui est attendue du processus de justice transitionnelle. Rapporté maintenant à la Nouvelle-Calédonie, parce que cet après-midi, c'est ce qui nous intéresse, eh bien, les enjeux que l'on peut avancer, notamment, mais il y en a certainement d'autres, en matière de justice transitionnelle, c'est, qui fait écho, hein, bien sûr, à cette nécessité d'adapter le processus de justice transitionnelle, c'est la diversité culturelle, donc, qui est présente en Nouvelle-Calédonie, et notamment donc, la présence plus spécifique d'un peuple autochtone et du peuple autochtone kanak. Deuxième élément à prendre en considération, on en a parlé fortement ce matin, c'est aussi ce contexte colonial et les enjeux de mémoire qui sont attachés à la mise en place d'un dispositif de justice transitionnelle. Là où ça fait aussi écho avec la présentation qui vient de vous être faite, c'est le fait que la démarche, elle peut donc venir, la démarche pour mettre en place un processus de justice transitionnelle, on a vu qu'elle pouvait venir de différentes personnes, différentes autorités, différentes communautés. Ce que j'aimerais ici faire passer peut-être comme questionnement ou comme suggestion serait peut-être d'être dans une démarche qui serait consensuelle. Pourquoi consensuelle ? Parce qu'à partir du moment où on est dans une démarche qui est extrajudiciaire, donc en dehors de toute justice juridictionnelle, qui ne serait pas imposée, donc qui serait un dispositif volontaire, eh bien, et qui aurait pour objectif d'inclure toutes les parties prenantes, eh bien, on a tout intérêt à avoir quelque chose qui est basé sur le consensus, c'est-à-dire que chacun, même si certains peuvent solliciter, peuvent être à l'initiative d'un dispositif de justice transitionnelle, que chacun des acteurs se retrouve à la table de cette justice transitionnelle ou aux tables de cette justice transitionnelle. Pourquoi ? Pour, bien évidemment, créer déjà le terreau fertile en vue d'une conciliation. On évoquait la distinction entre réconciliation et conciliation ce matin à la pause. Conciliation ou réconciliation, en tous les cas, envisager la Nouvelle-Calédonie de demain. La pensée, donc la justice transitionnelle, ça m'amène finalement à penser une gestion des conflits, une gestion d'un conflit, et pas des moindres, sous la base d'une réflexion qui serait un règlement, et je le mets entre guillemets, amiable des conflits, c'est-à-dire un règlement consensuel, plutôt vu comme chacun acceptant de prendre sa part de responsabilité et de s'asseoir ensemble pour faire la lumière, pour discuter, pour échanger, pour faire la lumière. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, finalement, on peut ramener ça à un processus de médiation. Ça va vous surprendre
surprendre peut-être, pas pour tout le monde. Notamment, on pourrait trouver les 2 premiers piliers, vérité et justice, dans la première phase qu'on appelle de médiation, qui est en fait regarder le passé. Et on peut décliner la médiation dans un mouvement en fait qui est déjà un mouvement temporel. On a donc une dimension temporelle qui est de traiter le passé pour pouvoir parler de l'avenir. Et donc, vérité et justice rentreraient dans cette première phase fondamentale du processus de médiation, qu'est ce qu'on appelle le récit de manière plus technique. Les piliers de réparation et de garantie de non-répétition, en fait, s'inscrivent dans le 2e temps d'une médiation, et finalement c'est se projeter vers le futur. C'est comment est-ce qu'on prend en considération ce que l'on a entendu, les besoins qui ont été exprimés pour pouvoir réparer comme cela se doit et envisager bien évidemment une non-répétition de ce qui a pu être causé par le système, si on considère que c'est le système qui est en partie responsable. Dans ce découpage temporel, le passé est fondamental. L'analyse et surtout la verbalisation du passé est fondamentale parce que l'idée, c'est, et le terme a été employé tout à l'heure pour déconstruire la justice transitionnelle, là le terme doit être employé aussi pour déconstruire l'histoire ou les histoires. Et on a besoin pour ça de mettre à plat le conflit et la relation. Et c'est une étape importante pour déconstruire le conflit. Donc là, l'idée, c'est que, ce qui occupe cette première étape, c'est tout ce qui va concerner la vérité, les vérités, la mémoire ou les mémoires. Et bien évidemment, c'est parce que les personnes auront peut-être pu verbaliser pour la première fois dans une arène qui sera définie que nous pourrons peut-être envisager un mouvement de ce passé vers le futur. L'importance du récit en médiation, c'est que, et ça fera écho à la psychologie, en psychanalyse, c'est l'effet catharsis. Et l'objectif, en fait, c'est que les ressentis des personnes puissent s'exprimer de façon à produire ce que l'on appelle aussi en psychanalyse l'abréaction, qui permet en fait de décharger un traumatisme et de pouvoir tourner une page pour pouvoir en construire une nouvelle à la lueur de la page que l'on a vue. Et donc il ne faut pas totalement la tourner d'ailleurs. L'écoute est extrêmement importante et l'écoute, elle doit être réciproque. Et je rejoins encore mon collègue Jean-Pierre qui disait qu'il ne faut pas avoir de faux semblants, il ne faut pas donner une impression d'eux. Et il faut un véritable engagement des parties dans ce processus. Donc il faut une volonté d'être présent et une volonté de participer activement et de bonne foi à ce processus pour qu'il produise cet effet catharsis. Le risque, l'écoute... Parce qu'on dit, oui, les récits, c'est long, on voudrait se tourner vers le futur. Oui, mais il y a des récits qui sont plus longs que d'autres en médiation. Eh bien, l'histoire coloniale peut quand même être un récit sur lequel on peut passer un certain temps. Et il n'y a que ceux qui sont victimes, qui se sentent victimes aussi de ce passé, qui peuvent décréter la fin de ce récit. Personne ne peut faire ce chemin à leur place. Et donc, le risque, si on va trop vite sur cette étape, c'est que finalement, c'est ce passé qui ne veut pas passer et qui revient. Et c'est notamment aussi la résurgence des conflits, comme malheureusement nous avons pu le constater en Nouvelle-Calédonie l'année dernière. L'objectif des récits, c'est que ça fait coexister les mémoires. Et les mémoires sont plurielles. On ne cherche pas nécessairement à avoir un récit, une seule mémoire. On ne cherche pas non plus un récit national, collectif, auquel tout le monde adhérerait. L'idée est plutôt de faire coexister des récits, coexister des mémoires qui seraient à l'image de la Nouvelle-Calédonie et de ce qu'a pu nous présenter notre collègue Louis Lagarde ce matin. La nécessité d'avoir un cadre équitable pour le sentiment de justice, c'est aussi ce qu'a évoqué, vous comprenez pourquoi je voulais intervenir juste après lui maintenant, mon collègue Jean-Pierre, parce que tout le monde n'a pas la même capacité à s'exprimer déjà dans des arènes publiques ou pas publiques. La communication est différente aussi en fonction des cultures et le caractère minoritaire ou majoritaire d'un groupe fait que l'on ne trouvera pas nécessairement la même place, où on aura du mal à trouver sa place dans les processus d'écoute. Donc il est extrêmement important que ce cadre équitable soit mis en place et donc soit discuté en amont dans le cadre d'une négociation.
Je reviens sur l'idée de cette écoute réciproque et ce cadre donc éthique dans lequel il faut de la sécurité aussi, et ça a été évoqué, donc je me permets de passer. Elle est extrêmement importante au vu de l'idée d'une réciprocité de la présence des parties prenantes à la table de la justice transitionnelle. On s'est rendu compte que les limites, enfin les processus qui sont extrajudiciaires et qui interviennent unilatéralement, de type restituer un acte de possession, qui est fait en dehors d'un cadre d'écoute et de réciprocité, eh bien on se rend compte que finalement un acte très fort ne produit pas les effets escomptés. Pourquoi ? Parce qu'en fait il intervient en dehors d'un processus réciproque et dans lequel chacun a accepté de se mettre à sa place. Et je pense que ça va m'amener directement à cette deuxième phase. Ça nous permettra en fait d'identifier les besoins profonds, de passer donc à l'étape des réparations et de la non-répétition. Pour pouvoir passer à cette étape de réparation et de non-répétition, il faut s'attacher aux causes des conflits. Et ça a été également évoqué par mon collègue. Cause des conflits, alors cause institutionnelle, on n'est pas obligé d'avoir des causes qui sont attribuées à des individus en particulier, mais ce qui est sûr, c'est que les causes permettent d'ouvrir les réparations, parce que les causes vont nous permettre de plonger sur les réels d'amener les réels besoins de ceux qui ont été victimes de ces causes. Et là où c'est aussi un élément important, c'est que dans le passé, on a déjà été chercher des causes. On a déjà été chercher en profondeur les besoins. En 88, lors de la signature des accords de Matignon, dans les échanges, on a demandé à Jean-Michel Djibaou de se projeter s'il avait un rêve, de savoir qu'est-ce qui serait pour lui la Calédonie de demain et indépendante. Eh bien, il a fait part du rééquilibrage, il a fait part de la reconnaissance de l'identité kanak, de la redistribution des terres, etc., etc. Et ça, ce sont des besoins profonds. Ça, c'est vraiment l'expression de véritables besoins. Et à ça, on a la capacité d'apporter des réponses. On peut répondre, on peut trouver des réponses. Et c'est en ça que la conception des réparations qui va venir avec, elle doit être aussi entendue de manière large. Et c'est ce qui avait été aussi évoqué ce matin. La difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est que ces besoins, ou certains besoins, tous n'ont peut-être pas été exprimés, ils sont récurrents, puisqu'on les a eus en 88, on les a retrouvés en 98, à chaque fois on les a retrouvés. Eh bien finalement, ils n'ont pas été pleinement satisfaits. Pourtant, on a mis en place moult politiques publiques pour essayer de prôner le rééquilibrage et d'arriver au rééquilibrage, pour faire reconnaître l'identité. Alors oui, les questions de reconnaissance officielle ont été faites. Mais la difficulté qui apparaît aujourd'hui, c'est que finalement, ça revient. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à pleinement satisfaire ça. Les politiques publiques que l'on a déployées, finalement, le résultat obtenu n'est pas à la hauteur des espoirs et des objectifs que l'on avait placés en eux. Et donc, ça alimente forcément un sentiment persistant d'injustice, parce que finalement, malgré ces discours, malgré ces accords, la réalité, elle est telle qu'elle est, sur un plan social, sur un plan économique, sur un plan politique, sur tous les plans. Et la question qui se pose derrière, c'est la question de la posture de l'État, qui a déjà été évoquée ce matin, qui a été même questionnée par le public ce matin. La posture de l'État n'aide pas dans la résolution de ce conflit. Pourquoi ? Parce que l'État est toujours positionné comme étant extérieur au conflit en tant qu'arbitre. Or, et cela a déjà été dit, l'État est complètement partie prenante de ce conflit. Sauf que quand on se positionne en tant qu'arbitre, on observe, on est extérieur. Et donc, on n'a pas de responsabilité à reconnaître, puisqu'on ne fait pas partie du processus. On n'a pas de réparation à accorder, puisqu'on n'est pas dans le processus. Donc, il est, à mon sens, extrêmement important que la place de l'État ne soit plus en tant qu'arbitre, en tant que médiateur. On a voulu lui faire jouer plein de rôles. Et je ne dis pas que c'est nécessairement la place qu'a voulu occuper l'État, c'est aussi la place qu'on lui a fait occuper dans l'histoire et qu'on lui demande de réoccuper, d'être neutre et impartial. Mais dans un processus de justice transitionnelle, il n'est ni neutre ni impartial. Il est complètement aux prises avec ce conflit. Donc il faut absolument qu'il soit là pour pouvoir envisager des perspectives de réparation.
Un processus donc sui generis, contextualisé, bien sûr, c'est un processus unique pensé par et pour la Nouvelle-Calédonie, et un processus sui generis, et j'avance rapidement parce que là l'idée c'est de vous dire que le constat, et ça a été aussi évoqué par mon collègue, l'État est toujours en position donc d'arbitre. Quand j'arbitre, c'est que je suis au-dessus de la mêlée, si on fait un parallèle avec le rugby, en tous les cas je suis toujours au-dessus. Donc à partir de là, le dépositionnement de l'État, c'est-à-dire ce qu'on appelle le décentrage, consisterait pour l'État à ne plus avoir cette posture d'organiser les différentes négociations, d'organiser les différentes discussions, parce que finalement on a une vision très top-down, très descendante, ce qui va très bien avec le modèle culturel de l'État français, qui est un modèle assez hiérarchique dans la répartition des pouvoirs et dans le rapport des gens par rapport au pouvoir. Donc on tire aussi sa légitimité des urnes, et donc la société associée à un comportement qui est plutôt une société de type individualiste, eh bien, ça donne des formats de discussion et de négociation qui sont systématiquement imposés et que personne, finalement, n'arrive à ou n'ose remettre en cause ou ne pense remettre en cause pour se dire, là, il y a un enjeu de négociation. Pourquoi se laisser imposer un format ? Et la co-construction des formats, c'est-à-dire se mettre ensemble, ça permettrait de co-construire, de descendre de cette position dominante de l'État pour finalement se situer à côté. Et ça, c'est aussi une belle reconnaissance des identités et de l'égalité de chacun. Un processus donc, qui serait acceptable pour toutes les cultures, c'est négocier, et j'ai fini en 2 minutes, même s'il me reste 18 slides, non, c'est une blague, négocier le processus, c'est extrêmement... c'est une chose qui faut être envisagée à la lueur des différentes cultures. On ne peut pas penser un processus de justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie sans prendre en considération la culture, et les cultures, j'ose dire. L'important, c'est que chacun puisse se retrouver. Donc la première négociation dans le cadre d'un processus de justice transitionnelle, c'est négocier la place de la culture dans une perspective de co-construire, bien évidemment, le dispositif qui serait mis en place. Le but n'est pas de faire tout l'un ou tout l'autre. Le but n'est pas d'avoir une domination culturelle. Le but étant d'avoir une co-construction où chacun s'y retrouve, c'est-à-dire un dispositif dans lequel les différentes cultures puissent s'exprimer de manière acceptable. Co-construire le processus, c'est aussi négocier les lieux. Un lieu, plusieurs lieux, symboliques, complètement neutre. Et là, en fonction des cultures que l'on a, eh bien, la réponse est différente. Ça, c'est un objet de négociation et c'est un enjeu fort. Les langues. Pourquoi le français ? Oui, parce qu'il est parlé par l'ensemble de la population calédonienne, serait la langue à privilégier. Les langues doivent s'exprimer dans ces processus. Le calendrier est important et bien évidemment qu'en plus, il faut l'articuler avec des négociations, des discussions, des étapes électorales et la facilitation. Je termine sur, donc, et je passe là-dessus, mais c'est tout à fait ça. Il y a la distance hiérarchique, c'est quelque chose qui unit toutes les communautés en Nouvelle-Calédonie, ou une grande partie. Pourquoi ? Parce que, je vous ai dit, l'État français est dans une vision hiérarchique, mais en Nouvelle-Calédonie, on a aussi très souvent une vision hiérarchique. En revanche, et c'est la question des légitimités, les légitimités ne sont pas les mêmes. Les personnes à la table de la justice transitionnelle ne doivent pas être choisies de la même façon. Processus électoral, processus coutumier, en tous les cas, les champs entre les deux sont très larges. De la même chose, le rapport au temps va influencer le processus de justice transitionnelle. Je l'ai déjà évoqué dans le cadre des récits, parce que la vérité et la mémoire, on n'aura peut-être pas tous le même temps, et on le voit. Donc ça va forcément influencer le processus. De la même façon, le rapport au temps va influencer les réparations, parce que certaines populations en Nouvelle-Calédonie voient plus sur des générations futures, et donc sont plus axées sur des devoirs que des populations qui sont plus axées sur le court terme et qui veulent des résultats rapides. Donc on a aussi un choc de ces temps. Et en conclusion, donc, un processus de justice transitionnelle à la croisée donc, des cultures nous permettrait, en tous les cas, de
pouvoir envisager une voie de conciliation ou réconciliation en Nouvelle-Calédonie pour construire en tous les cas l'avenir de la Nouvelle-Calédonie de demain. Merci. Merci Nadège pour ce regard qui vient finalement expliquer les modalités selon lesquelles le processus de justice transitionnelle pourrait fonctionner et qui nous montre à quel point les techniques de médiation, de conciliation sont fondatrices dans un processus de justice transitionnelle, tout comme ce matin notre collègue montrait comment les techniques de la psychanalyse et en fait de l'analyse sont transposables éminemment au processus de justice transitionnelle. Entre l'intervention de Jean-Pierre et celle de Nadège, il y a un mot en fait qui est commun. Vous avez parlé l'un et l'autre en des termes différents de l'engagement des parties au processus, de la véritable volonté des parties, et ça renvoie à un terme qu'on a utilisé ce matin, sans lequel les processus de justice transitionnelle n'ont aucun avenir, c'est le terme de sincérité, et de sincérité de toutes les parties. Sinon, c'est pas la peine de s'engager dans un processus de justice transitionnelle si comme le disent nos amis sur le continent africain, les fleurs ne tiennent pas à la promesse des fruits, ou plutôt l'inverse, les fruits ne tiennent pas à la promesse des fleurs. Sans tarder, je vous passe la parole pour compléter les analyses sur ce processus de justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie. Clara Philippi, vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Université catholique de Louvain et à l'Université de Polynésie française. Vous avez donc la parole. Bonjour, on entend ? Oui, merci. Alors, le point de départ de cette thèse, pour ma part, est un mémoire de fin d'études qui lui-même partait d'un constat fait lors de mes études. Je suis avec une amie, on parle des événements, on découvre que Yewene est un personnage qui a donc le même prénom que son nom de famille, sans savoir ce qu'il a été, ce qu'il a pu faire ou pas. Et donc sans vraiment comprendre ce qui se cache derrière ce mot « événement ». Alors là, c'était la question de deux jeunes étudiantes, mais pourquoi personne ne nous a jamais raconté cette histoire ? Et donc lors de ce mémoire, je découvre toutes ces problématiques de recherche qui ont pu être citées ce matin, la mémoire, la réconciliation, la justice transitionnelle, et donc je m'amuse à appliquer ces théories au cas calédonien. Et donc, de fil en aiguille, je m'intéresse à ce qui s'est fait dans le monde kanak, notamment les réconciliations qu'il y a eu en 1998 et en 2004, à travers des récits du Mouavé. Et donc, je finis sur cette dynamique-là. Enfin, en comparant ces deux-là, je trouve une dynamique commune. Et en parallèle de ça, l'objectif était aussi d'étudier les discours et je comprends donc que les discours montrent, en fonction de qui parle, quand il parle, et la mémoire est parfois survalorisée, parfois occultée. Et donc, ça dépend du contexte politique, de l'interlocuteur et de la personne à qui on s'adresse et de la personne qui parle. Donc, à la fin de ce mémoire très riche, je me rends compte qu'il y a encore tellement de choses à faire et je suis toujours avec la même question, mais pourquoi suis-je autant ignorante de cette période ? Et donc les données que je présente sont encore en cours, donc elles sont à prendre dans le cadre de cette recherche en cours. Donc aujourd'hui, on parle de justice transitionnelle. On a vu les limites, car elles existent, mais il semble qu'aujourd'hui, ce soit le processus qui soit le plus abouti à disposition des États et des victimes, quand on ne peut ni punir ni pardonner. Ce sont les mots de Hannah Arendt. Et donc, lors d'une conférence internationale au Mali, Fabien Salvioli, rapporteur à l'époque, rapporteur spécial sur la vérité, la justice et la réparation, énumère ce 5e pilier en parlant de la mémoire. Alors, elle est très rarement évoquée directement comme un pilier de la justice transitionnelle, mais elle est néanmoins régulièrement mentionnée comme un pont indispensable entre justice, vérité et réconciliation. Et elle permet donc aux victimes d'avoir un droit de se souvenir. Et ce droit de se souvenir permet de reconnaître la souffrance et est donc vital pour la réconciliation. Et c'est précisément ce pilier-ci, la mémoire, qui m'intéresse. Je crois que la mémoire a un rôle primordial dans les processus de réconciliation, bien que dans certaines cultures, on parlait d'interculturalité, le silence soit parfois
puisse avoir parfois toute sa place. Donc, grosso modo, on a différents types de mémoire. Donc, la mémoire individuelle, ce sont les souvenirs qu'on transmet, nos souvenirs à nous. La mémoire collective, c'est la mémoire qui est commune à un groupe, donc qui est communément admise. Et la mémoire officielle. Donc, la mémoire officielle, celle que les autorités transmettent au travers des manuels scolaires ou des commémorations, par exemple. Et donc, dans cette thèse, je cherche à comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces silences, parce que si on parle de mémoire officielle, on a donc a priori des mémoires qui seraient officieuses. On en a parlé aussi ce matin avec les subalternes. Voilà. Et donc, lors d'un questionnaire, je ne sais pas si on voit bien, lors d'un questionnaire diffusé auprès de jeunes ayant complété toute leur scolarité en Nouvelle-Calédonie, c'est donc sur leur représentation, que j'ai cherché à comprendre quel était leur souvenir de cette période, comment ils se souvenaient avoir appris cette période-là. Et 46% d'entre eux répondent qu'ils n'en ont pas le souvenir de l'avoir appris. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne l'ont pas appris. Mais en tout cas, ils ne se rappellent pas avoir traité cette période. Ensuite, je cherchais à savoir si on parlait plus de cette période dans le cadre familial ou dans le contexte scolaire. Pareil, c'est le même échantillon, ce sont leurs souvenirs, donc leurs représentations. Et on voit bien que les jeunes ayant complété leur scolarité ici se rappellent davantage avoir parlé de cette période à la maison plutôt qu'à l'école. Pareil dans les témoignages, beaucoup d'entre eux, notamment, je vais vous les lire, une seule élève dans une classe de terminale a pu me dire qu'elle était capable de raconter cette période grosso modo. Pareil, on m'a déjà dit lors d'un cours, mais je pensais que c'était un blanc qui avait assassiné Jean-Marie Tjibaou. Et donc, on voit que c'est une histoire qui a une mémoire, une histoire qui a du mal à passer. Et à la question, auriez-vous voulu qu'on vous transmette plus cette période ? Ils sont unanimes et tous, 94,5%, auraient voulu qu'on leur raconte davantage. Donc mon hypothèse de départ était que peut-être qu'on n'enseignait pas cette période à l'école parce que moi j'avais pas le souvenir qu'on m'en en ait parlé. Donc j'ai décidé d'aller analyser les programmes scolaires pour savoir dans quelle mesure on parlait de cette période ou non. Et donc en analysant ces périodes, je cherchais à identifier les thèmes qui étaient abordés dans les programmes. Si cette période était transmise, oui ou non, dans quelle classe, et le nombre d'heures qu'on y passait. Donc je vais rapidement passer avec vous. En CM2, donc, on parle de cette période. C'est le dernier chapitre, tout en bas, intitulé « L'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ». Donc la période apparaît, même si elle est enveloppée dans un plus grand chapitre. L'attention des élèves est placée sur l'évolution statutaire. On en a aussi parlé ce matin. L'histoire de l'évolution des statuts prend beaucoup de place. Ensuite, en troisième, ça se présente comme ça. Pareil, à la fin du programme, il y a une section intitulée « La Nouvelle-Calédonie depuis 1946, évolution politique ». Donc là, dans le programme de troisième, le terme n'est pas écrit, période des événements mot pour mot, mais la période historique permet de parler de cette période. Donc il y a des enseignants qui le font, même si ce n'est pas écrit mot pour mot, et d'autres qui traitent cette période sans forcément mettre l'accent sur la période des événements, mais plutôt plus globalement sur les statuts politiques depuis 1946. Ensuite, au lycée, ça se présente comme ça. Et donc le titre, c'est vers les accords, 1975, je vois pas, vers les accords 1975 à nos jours. Donc ça vise à montrer que les demandes de l'indépendance ont conduit aux événements des années 80. Donc pareil, le choix du titre commence par vers les accords. Donc même si les accords interviennent après la période de guerre civile, donc on constate une volonté de mettre l'accent sur la période harmonieuse plutôt que sur la période conflictuelle.
Pareil sur la phrase qui suit, donc fonder la société calédonienne actuelle sur un destin commun. Et de la même manière que les autres, c'est le dernier chapitre où donc le thème, il y a 5 heures allouées à ce thème, il y a 2 chapitres. Si on fait un peu le calcul, il y a moins d'1 heure pour un enseignant s'il suit mot pour mot le programme pour pouvoir parler de cette période. Ce qui laisse peu de temps pour pouvoir traiter de tous ces enjeux et pour pouvoir passer sur toutes les dynamiques relatives à cette période. Et cette analyse a aussi permis de démontrer qu'il y a des problématiques calédoniennes comme la civilisation kanak, le peuplement de l'archipel, le rôle de la Nouvelle-Calédonie dans les grandes guerres qui sont abordées à tous les niveaux, en primaire, au collège et au lycée, contrairement à cette thématique-là. Du coup, mon hypothèse de départ ne s'est pas validée, puisque là où je pensais qu'on n'en parlait pas, on en parle. En CM2, c'est écrit dans le programme, en terminale aussi, et en troisième, la période Nouvelle-Calédonie depuis 1946 donne l'opportunité aux enseignants d'en parler. Toutefois, elle est toujours en fin de programme qui sont surchargés. Souvent, les enseignants ont du mal à les finir. L'accent est beaucoup mis sur l'évolution statutaire et institutionnelle et sur les événements harmonieux de cette période, style poignée de main, destin commun, les accords, plutôt que sur les faits historiques et sur les moments conflictuels. Il ne s'agit pas ici de dire si c'est bien ou mal, mais plutôt de voir une explication probable au silence que j'ai mentionné plus haut, comme une première couche du millefeuille de silence, avec peut-être qu'on a ici une première couche. Ensuite, après ça, je suis allée voir les manuels scolaires. Ah pardon, j'ai oublié de dire ça. Souvent, cette partie-là, elle est la sous-partie d'un sous-chapitre dans les programmes. Et le terme guerre civile dans le programme n'apparaît pas. Et à l'inverse, dans l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie, cette période est requalifiée de guerre civile, guerre. On reparle de guerre, mais pas dans les programmes scolaires. Ensuite, je suis allée voir les manuels scolaires comme une seconde couche. Et je voulais comprendre s'ils en parlaient, comment ils abordaient la question et le volume qu'on consacrait à cette période dans les manuels. Il y a un gros travail qui a été fait donc, dans ces manuels scolaires. Et je ne vais pas pouvoir vous parler de de tout ce qu'on pourrait dire sur les manuels parce qu'on peut en faire dire beaucoup de choses aux manuels. Mais juste l'objectif ici est juste de voir que le contenu des manuels est davantage axé aussi sur l'évolution statutaire et sur la période harmonieuse plutôt que sur les éléments de conflit. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que si c'est bien ou mal, mais juste de chercher une piste d'exploration pour pouvoir expliquer les différentes couches des silences. Par contre, on remarque une évolution au fil des années sur la manière dont cette période est qualifiée. Au début, dans les premiers manuels, on parle de période de trouble. Et après, dans le dernier manuel, on parle de contexte de guerre civile. Donc on voit qu'il y a une évolution dans les terminologies qu'on emploie. Aucun ne parle de la totalité du nombre de morts. Quand on compare tous les manuels, ils ont chacun un nombre de morts différent. Donc, in fine, on constate une volonté de valoriser l'histoire harmonieuse, donc la paix, les accords, l'évolution, plutôt que le passé, lui, plus difficile à transmettre. Et voici ce qui ressort des témoignages de certaines personnes qui ont participé à la rédaction de ces manuels. Il y a eu un énorme travail, il faut vraiment leur reconnaître. Et certains disent que c'était dur au lendemain de la guerre civile, mais il fallait faire quand même. D'autres, on s'était posé la question de savoir si on s'arrêtait avant la guerre civile ou si on en parlait. Parce que le premier livre qui en parle, il sort en 92, donc juste après les accords. Donc ça aurait été plus simple, ça aurait été aussi une solution de facilité de s'arrêter et de ne pas mettre la dernière page du livre. Mais la volonté était vraiment de dire. Et d'autres disent que c'était le chapitre qui a été le plus difficile à écrire, mais on l'a fait. Et donc quand on demande mais finalement qu'est-ce qui fait
qu'on fait quand même malgré tout ça. Ils sont unanimes et tous répondent. C'était l'accord de Matignon, on y croyait et on était tous de bonne volonté pour construire. Donc comme mon hypothèse ne se vérifie pas, je suis allée voir les enseignants. Et pour questionner leur pratique, beaucoup d'entre eux trouvent que les manuels scolaires sont vraiment utiles, même s'ils doivent les compléter avec d'autres sources. Quand on leur demande s'ils ont toujours enseigné cette période ou pas, on voit que certains l'ont toujours fait, certains le font des fois, certains le font jamais, certains le font même quand ce n'est pas au programme. Ce qui ressort le plus, c'est que les programmes sont trop chargés et qu'ils doivent faire des coupes. Donc c'est généralement cette période-là compliquée qui est coupée. Ce à quoi je ne m'attendais pas dans ces recherches, c'est que cette période soit beaucoup traitée dans le cadre de l'éducation morale et civique, donc où on parle de l'évolution statutaire. Je cite, oui, j'aborde cette partie en EMC car c'est beaucoup moins risqué et plus confortable. Certains d'entre eux trouvent ça plus facile de traiter des questions comme la provincialisation, le droit de vote, que la partie historique très conflictuelle. Donc, les entretiens révèlent que certains enseignants ont à cœur d'aborder cette période, même si elle n'est pas au programme et des classes dans lesquelles ils enseignent, alors que d'autres ont pour diverses raisons que je cite là. Donc le volume horaire, le champ disciplinaire, donc c'est-à-dire histoire ou éducation morale et civique, parce que qu'on enseigne en histoire ou en éducation morale et civique, on ne transmet pas la même chose. Les terminologies employées ou le langage employé. Certains ne l'ont pas fait dû au contexte instable lié au 13 mai 2024. Certains rapportent aussi que comme ça n'est pas aux évaluations nationales, ils doivent couper parce que le programme est trop chargé, donc ils coupent sur cette période-là. D'autres parlent d'un manque de ressources, de la place dans le programme à la fin du programme, donc pareil, on coupe avant, que les programmes sont trop chargés. L'emphase sur les périodes harmonieuses, donc c'est qu'on met l'accent vraiment sur ce qui s'est passé de bien. La fréquence à laquelle c'est abordé dans les programmes, donc une fois en CM2, une fois en 3e, une fois en terminale, est-ce que du coup est-ce que c'est suffisant pour qu'on s'en rappelle? Et le volume horaire qui est consacré. J'aimerais du coup finir sur ça. Donc il n'y a pas que du négatif, il y a beaucoup de positifs, même s'il y a encore un chemin à continuer. Et pour résumer, l'objectif ici n'était pas de donner un remède magique, mais de dépeindre la situation actuelle. Et je voulais vous laisser sur cette image d'ouverture qui représente une des autres pistes que je dois étudier pour la fin de cette thèse, qui est le déni. Parce que certains enseignants l'ont enseigné, je les ai observés, pour autant, leurs élèves ne répondent pas mieux à la fin à un questionnaire sur les événements que s'ils ne l'avaient pas enseigné. Du coup, c'est Cohen qui théorise ceci. Est-ce qu'il n'y aurait pas un refus d'appropriation de ce passé par les élèves? Est-ce que même quand on dit ce passé, il est intégré, ou est-ce qu'il n'est pas intégré pour diverses raisons? Donc c'est la fin de l'ouverture, et je voulais finir sur cette réflexion. Merci pour cette présentation. Vous avez évoqué deux choses. La mémoire comme pilier de la justice transitionnelle. C'est une interrogation très contemporaine parce qu'effectivement, on se demande si la mémoire ne deviendrait pas le 5e pilier de la justice transitionnelle. Il y a beaucoup d'articles en ce sens. Après, on peut aussi considérer que la mémoire est quelque chose de transverse aux différents piliers et notamment qu'il ne peut pas y avoir de garantie de non-répétition sans travail mémoriel. Il ne peut pas y avoir de droit à la vérité sans travail mémoriel. Et pour rien cacher, quand on était dans l'avion avec Jean-Pierre, on
on se disait qu'il y avait certainement un beau colloque à organiser sur justice transitionnelle et mémoire dans la perspective d'archives aussi, parce que sans le travail d'archives, sans le travail de documentation, on ne peut pas travailler à la reconstruction, à la réparation, au souvenir, et on ne peut pas se projeter vers la réconciliation. Donc, premier écho. Et deuxième écho, vous avez fait référence en fait au programme de réparation, quand vous avez fait état du fait que les manuels scolaires traitaient ou ne traitaient pas, ou traitaient de manière diffuse des événements. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en justice transitionnelle, une des mesures de réparation dans le cadre holistique, c'est aussi de retravailler les programmes scolaires pour améliorer la manière dont sont enseignées certaines périodes historiques, pour éviter les occultations, pour remettre de l'emphase sur certains passés, et pour travailler le vocabulaire. C'était très intéressant quand vous avez dit on est passé de troubles à contexte de guerre civile, ça a un vrai sens, et tout ça participe de la construction des programmes de réparation. C'est bien souvent une préconisation des commissions vérité et réconciliation à l'issue de l'exercice du mandat. Merci pour cet éclairage très complémentaire. Et puis, je voudrais laisser la parole à Emmanuel pour nous donner son regard, son expertise sur l'implantation d'un processus de justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie. Cher Emmanuel, vous avez la parole. Merci, cher Fabrice. Bonjour à tous. Merci pour ces échanges et l'opportunité de partager quelques réflexions à cette occasion. En introduction, pour moi, de mon point de vue, ce colloque, il vient à point nommé, surtout après ce qui s'est passé le 13 mai et au regard de notre histoire, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors, il s'agit de découvrir donc, les piliers de la justice transitionnelle d'un point de vue théorique, on l'a dit au début, en abordant les principes directeurs qui ont été donnés par nos deux professeurs, et ensuite de poser une réflexion sur son application en Nouvelle-Calédonie pour tenter de réconcilier une société qui est divisée, ce que disait Anthony. Les expériences tirées des processus appliqués partout dans le monde sont certes d'une très grande utilité pour mettre en pratique une forme de justice transitionnelle dans cette collectivité sui generis. Pour autant, tel que les spécialistes l'ont rappelé, chaque processus est particulier et il n'existe au monde aucun modèle de justice transitionnelle transposable d'une situation à une autre, sauf à en prendre quelques enseignements pour en faire une dans la pratique et en contextualisant à la situation du pays. Il convient donc dans ce cas nécessairement à l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile d'élaborer, de penser et de réfléchir à des mécanismes adéquats et contextualisés au cas de la Nouvelle-Calédonie. Le contexte politique actuel est tel qu'il est à mon sens impérativement nécessaire de l'analyser sous l'angle de la justice transitionnelle. Les propos qui suivront tenteront d'abord de dresser succinctement les mécanismes qui apparaissent implicitement dans le pacte social actuel, c'est-à-dire l'accord de Nouméa, ainsi que ses limites. Ensuite, en deuxième partie, analyser le projet d'accord de Bougival au regard des piliers joannés et, in fine, de proposer des mesures plus explicites à approfondir dans le cadre d'un processus global de justice transitionnelle. Dans Grand 1, comme tout juriste, il y a un plan. Des accords de décolonisation implicitement imbibés de justice transitionnelle. Sauf que là, comme dit Fabrice, il y a 3 parties, donc c'est comme la justice transitionnelle, on sort un peu du cadre. Après des années de quasi-guerre civile et d'instabilité institutionnelle, les accords de Matignon-Oudinot ont certes rétabli la paix en Nouvelle-Calédonie. Cependant, aucun processus de réconciliation formel entre les populations et avec la puissance administrante n'a abouti. Pour autant, ces accords ont évité d'autres drames humains et ont contribué au rétablissement des droits de l'homme et à l'arrêt des violations de ces mêmes droits fondamentaux. Un des droits fondamentaux qui a été rétabli, et c'est celui d'ailleurs qui est en question et qui est la source des violences aujourd'hui, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Autrement dit, le droit à l'autodétermination.
Et l'accord de Matignon-Oudinot a donc permis, en tout cas, a prévu l'organisation d'un référendum sur l'indépendance pour régler cette question en 1998. Or, en 1998, comme vous le savez, il y a eu un autre accord et ce référendum n'a pas eu lieu. Mais dans cet accord de Matignon-Oudinot a été acté aussi l'amnistie pour les auteurs de violences. Au regard de la justice transitionnelle, la conséquence directe de ces deux lois d'amnistie, la loi du 8 novembre 1988 et celle du 10 janvier 1990, qui a amnistié l'ensemble des auteurs de crimes et notamment de sang, c'est que les victimes directes et indirectes ne pouvaient plus exercer leurs droits, 1, à la vérité et 2, à la justice. Toutefois, deux formes de justice transitionnelle apparaissent dans ces accords de façon plus marquante, en l'occurrence le droit à la réparation et le droit aux garanties de non-répétition. Il s'agit du rééquilibrage politique, économique et social qui a été l'un des axes majeurs de ces accords. Pour la justice transitionnelle, cela revêt une forme de réparation implicite pour les déséquilibres engendrés par la politique coloniale de la France en Nouvelle-Calédonie vis-à-vis des populations autochtones, mais aussi des autres communautés. À l'intérieur de ces accords, on retrouve quelques garanties de non-répétition qui sont formalisées par deux éléments principaux: l'organisation du référendum sur l'accession à l'indépendance et l'impartialité de l'État au service de tous. Ce qui concerne l'accord de Nouméa, on retrouve également dans le préambule de cet accord et son document d'orientation plusieurs formes de justice transitionnelle. Lorsque la France reconnaît les ombres, les traumatismes, la spoliation foncière, le déplacement des populations autochtones dû à la colonisation, cela s'apparente clairement à un droit à la vérité. Avec l'accord de 1998, le rééquilibrage est aussi maintenu à travers la redistribution des terres au clan kanak et le développement des terres coutumières. Il y a là, encore une fois, la concrétisation d'un certain droit à la réparation. La construction d'une communauté de destin et l'idée d'avoir des nouvelles relations avec la France par la décolonisation participent à ce qu'on peut qualifier de garantie de non-répétition. Ces accords de paix et de décolonisation ont certes utilisé des mécanismes relevant des piliers de la justice transitionnelle, mais on peut constater que certains de ces piliers ont été mis de côté pour les raisons politiques de l'époque, et ça Jean-Pierre l'a expliqué, et notamment avec l'exemple de l'Afrique du Sud, où on ne pouvait pas donner justice au sens de la justice pénale, mais ils ont trouvé des moyens, et ça a été la commission Vérité et Réconciliation. Ici, en tout cas l'accord de Matignon et Nouméa, c'est pareil, il fallait trouver un point commun, et donc c'est pour ça que Fabrice appelle cela une justice transactionnelle aussi. Le résultat est qu'aujourd'hui, aucune paix durable et aucune réelle réconciliation formelle n'existe. Les événements du 13 mai 2024 ont démontré que les plaies ne sont pas refermées et la problématique principale ayant entraîné les violations des droits de l'homme n'a toujours pas été résolue. Ce qui m'amène au grand 2, un regard critique de la justice transitionnelle sur un acte politique manqué, le projet d'accord de Bougival. Le premier constat que l'on peut faire lorsqu'on lit ce projet d'accord, c'est qu'il ne contient aucune disposition nouvelle relative à la justice transitionnelle. On peut déjà considérer que sous cet angle, et notamment l'angle des piliers joannais, c'est un projet d'accord, j'utilise le terme, raté, alors que plusieurs violations des droits de l'homme sont apparues pendant la révolte, et cela confirmé par un communiqué des experts de l'ONU, un rapport du comité contre la torture, un autre rapport du comité des droits de l'homme, et peut-être à venir par un rapport de la CNCDH. La révolte du 13 mai 2024 aurait pu être évitée s'il y avait eu un véritable processus de justice transitionnelle explicite dans l'accord de Nouméa et pendant la période d'application de cet accord de décolonisation. Le projet d'accord escamote les violations des droits de l'homme survenues le 13 mai 2024, et ce depuis la 3e consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. Ce projet ne propose aucune mesure, aucun mécanisme pour traiter les violations des droits humains qui sont apparues lors de cette révolte. Ce projet d'accord est un acte politique, manqué au regard du droit à la vérité, à la justice, à la réparation et aux garanties de non-répétition. Question: comment les acteurs politiques ont pu signer un projet d'accord en ne proposant aucun des mécanismes qui permettraient d'établir la vérité et de comprendre les causes réelles de ces événements? La conséquence, c'est que cela écarte conséquemment
toute forme de mémorialisation du passé. Autre question, la société peut-elle continuer à vivre dans un pays où la justice n'a pas été rendue, où des réparations pour ces violations des droits humains n'ont pas été mises en place, et surtout où il n'y a aucune garantie que ces violations des droits de l'homme réapparaîtront un jour ou l'autre? Ce projet d'accord de Bougival, qui n'a aucune légitimité politique, juridique, non seulement n'apporte rien en termes de justice transitionnelle, mais elle accentue encore plus les possibilités de réitération des violations des droits de l'homme. C'est un coup double porté aux droits fondamentaux des humains. Et in fine, cet accord ne propose pas de processus de réconciliation, alors que le président Emmanuel Macron, lors de son discours à la place Kowe-Djoka, la place de la paix, à Nouméa le 26 juillet 2023, avait lancé l'idée d'un chemin du pardon, qui inclut la mémoire, l'histoire et la vérité. Et je reprends ces termes, indispensable pour construire un chemin de réconciliation. Il convient donc de se poser la question suivante. Bougival permet-elle la justice et la réconciliation? Que nenni. Le projet d'accord de Bougival n'a pas inséré un quelconque dispositif regroupant toute forme de vérité ou de justice permettant la réconciliation. De surcroît, vu qu'elle est contestée par les représentants politiques et coutumiers du peuple kanak, elle ne peut qu'enterrer toute initiative de réconciliation. Et enfin, vu les derniers balbutiements et revirements du gouvernement central, une réconciliation ne peut surtout pas se baser sur un projet d'accord insincère. La sincérité dans le processus de justice transitionnelle est un élément très important. Un autre aspect, c'est qu'il est non consensuel. Et aussi, pour la plupart des juristes, cela nous donne certainement plusieurs questionnements, mais ça, c'est un autre débat, j'en conviens. Il y a donc urgence à initier ou se pencher sur des pistes concrètes de résolution du conflit par des mécanismes de justice transitionnelle, voire créer un processus plus global de justice transitionnelle pour tenter d'éviter la récurrence des violations des droits humains et espérer créer un climat propice à la réconciliation. Je finis par la troisième partie, un processus de justice transitionnelle nécessaire pour éviter la réitération des violations des droits de l'homme et contribuer à la réconciliation. Ce qu'on peut constater donc, c'est que depuis plusieurs années, tous les accords Matignon-Oudinot et Nouméa qui ont été signés n'ont pas rétabli une paix durable et permis une réconciliation pérenne. Des pistes existantes et intéressantes mériteraient d'être approfondies dans la réflexion sur la mise en place d'un processus de justice transitionnelle. Il convient donc de se poser la question suivante. Quelles sont les pistes à proposer aux acteurs locaux et à la puissance administrante afin de rétablir la vérité sur les violations passées, que ce soit ceux du 13 mai, ceux qui se sont passés en 84 et même ceux qui sont plus anciens, de rendre justice aux victimes et d'aboutir à la réconciliation. Aujourd'hui, il y a le chemin du pardon, initié par le président Macron, qui est en stand-by, qui reste à approfondir en définissant notamment les modalités de ce chemin et les étapes qui mèneront à la réconciliation. Et certains intervenants l'ont dit, comment peut-on initier un chemin du pardon sans vérité, sans repentance? Ça, il faudra se positionner là-dessus et emmener des éléments, et c'est là où la justice transitionnelle arrive à point nommé, parce qu'il a à l'intérieur de ses principes des mécanismes, des outils pour tenter de proposer à ces pouvoirs publics une façon d'amener la question. Aussi, il y a l'idée de la création d'une ou de plusieurs commissions vérité et réconciliation qui doit être pensée et réfléchie de manière inclusive en associant bien sûr l'État, les acteurs politiques et l'ensemble de la société civile, religieux, coutumiers et autres. Il y a aussi, et ça ce sera peut-être l'intervention du Sénat coutumier après, la vision kanak de la justice transitionnelle. C'est un travail qui a été fait notamment avec l'Institut Le Joannet lors d'un séminaire et qui a abouti sur des résultats concrets
par la vision kanak de la justice transitionnelle. Cela mérite effectivement d'être approfondi, que la société civile, notamment l'État et les acteurs, se l'approprient pour voir dans quelle mesure cette vision peut aussi être dans la co-construction, comme dit Nadège, dans un processus global de justice transitionnelle, et notamment, pourquoi pas, dans l'élaboration d'une loi du pays ou d'une loi nationale. Et bien d'autres mécanismes ou hypothèses, mais que je ne mentionnerai pas ici, faute de temps, et peut-être volontairement parce que vous aurez peut-être un peu plus l'année prochaine. C'est juste un avant-goût. Et donc en conclusion, je dirais que sans justice transitionnelle, tout accord politique qui ne prendrait pas en considération ces questions de vérité, de justice, de réparation et de garantie de non-répétition prendrait encore une fois le risque de voir un jour l'émergence d'autres violations des droits de l'homme. Et ce n'est pas le sens de l'accord de Nouméa dont le dessein est de décoloniser dans la paix. Je vous remercie et vous souhaite bonne réflexion. Oleti Tireon. Merci Emmanuel pour ces propositions et puis pour le temps parfaitement respecté. Deux aspects et on laisse la parole quelques minutes. Vous avez fait référence à l'accord de Nouméa dont on disait tout à l'heure quand même, il faut bien l'avoir en tête, que c'est pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle française le moment où un accord politique est constitutionnalisé, c'est-à-dire fait l'objet d'une clause constitutionnelle. Et donc le titre 13 de la Constitution française renvoie à l'accord de Nouméa et donc renvoie au contenu de l'accord de Nouméa et notamment, je le disais tout à l'heure et tu le disais, au préambule. Et le préambule, il est extrêmement riche de principes relatifs à la justice transitionnelle, non pas tant sur les institutions que sur les objectifs de la justice transitionnelle. On pourrait, si on avait le temps, décortiquer le préambule et on a les plus belles bases constitutionnelles de la justice transitionnelle. La question est alors, et c'est ma deuxième observation qui reprend celle que tu disais, la question est alors celle des défaillances de l'accord de Bougival de ce point de vue-là, parce que quelle est la plus-value de l'accord sur le plan de la justice transitionnelle? Il y a plutôt une dimension un peu régressive de l'accord sur le plan de la justice transitionnelle. Rien de neuf sur la justice transitionnelle. Or, et la situation que le territoire a connue en 2024 le montre, ça montre bien, me semble-t-il, qu'il ne peut pas y avoir d'avancée sur l'avenir institutionnel en occultant la dimension justice transitionnelle, c'est-à-dire le paquet justice transitionnelle me semblerait devoir faire l'objet de négociations simultanées de celles de l'avenir institutionnel. On ne peut pas négocier si on ne dialogue pas. Or, le dialogue, c'est la justice transitionnelle. Et jusqu'à présent, effectivement, on a, pour reprendre les termes de Nadège, un État qui n'est pas arbitre. Il est impliqué, et il est tellement impliqué qu'il ne fait pas écho, en tous les cas, aux revendications en matière de justice transitionnelle, ou en tous les cas, montre qu'il n'est pas particulièrement intéressé à suivre ces questions de justice transitionnelle. Merci encore pour toutes ces observations et ces regards croisés des 4 panélistes. C'est vraiment absolument passionnant. Les regards complémentaires sur cet objet justice transitionnelle adapté et contextualisé ici au territoire. On vous laisse la parole, évidemment, alors dans le temps contraint parce qu'on a pris beaucoup de retard et on doit libérer l'amphi à 17h, je crois. Donc on va vous proposer de prendre la parole et si vous en êtes d'accord, on va s'adapter comme en justice transitionnelle et on va laisser la pause de côté, on fera juste un changement de panel. Ceux qui ont besoin sortent évidemment et reviennent, mais on ne va pas formaliser de pause, on va garder le temps de la discussion, quelques minutes, et ensuite on change de panel. Alors vous avez la parole. Et des rafraîchissements sont prévus. À 17h. À la fin. C'est pour vous tenir en haleine, en fait, et vous garder dans l'amphi jusqu'à la fin. Alors, y a-t-il des questions, des réactions, des observations, des compléments, des suggestions, des points de désaccord, d'accord bref, tout est ouvert. Oui, ça sera juste une question. Quel est le but, si on monte un travail de juridiction transitionnelle, est-ce qu'il s'agit de réconcilier une société divisée
c'est présenté de cette manière-là, ou est-ce qu'il s'agit de régler un contentieux colonial? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les deux, bien entendu, un certain lien, mais le problème est de savoir, puisque on parle de justice, c'est justice par rapport à quoi? On va pas, j'imagine pas de discuter de problèmes de justice entre Calédoniens et Kanaks. Le problème de la justice, il est posé par rapport au rapport colonial. Et donc, il me semble que le problème fondamental, c'est quand même de déterminer quel type de processus de justice transitionnelle on va mettre en place. Parce qu'il me semble que réconcilier, bien entendu, ça ne peut se faire que si on règle le problème historique qui est à l'origine de l'opposition. L'opposition elle-même, elle va pas... Les gens ont tous envie, je fais partie d'un collectif où tout le monde a envie de cette réconciliation. Le problème, c'est les conditions de cette réconciliation, et on sait bien que le problème, c'est le rapport avec l'État qui, aujourd'hui, si on ne pose pas ce problème-là, on aura du mal à avancer sur la question de la justice transitionnelle dans ce pays. Oui, je laisse. Alors, je ne sais pas si c'était une question, mais c'est une observation, évidemment, qu'on partage, mais est-ce qu'il y a des compléments à apporter, Jean-Pierre, peut-être? Oui. Oui, pour répondre à la question, moi, il me semble que de toute manière, c'est un peu ce qu'on a dit ce matin, la réconciliation, c'est un effet de la justice, mais elle ne peut pas tenir lieu de justice. Se réconcilier sans avoir évoqué les motifs pour lesquels on a besoin de se réconcilier, ça ne sert pas à grand-chose. Et en tout cas, c'est construire sur du sable. Je pense que la justice transitionnelle, même si c'est une justice à part, c'est quand même la justice, c'est-à-dire poser aujourd'hui des problèmes qui auraient dû être posés il y a quelques années ou quelques siècles et qui auraient dû être résolus. Et il y a un problème de victime, il y a un problème de coupable, enfin en tout cas de coupable, d'origine. Et c'est un peu le problème d'ailleurs, et c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Il y a plein de textes sur la Nouvelle-Calédonie, que ce soit les accords, qui font de la justice transitionnelle implicite, avec le préambule de l'accord de Nouméa, qui font de la justice transitionnelle discursive, c'est le discours sur l'état du pardon, de la justice transitionnelle potentielle, Bougival, qui... voilà. Mais on n'en fait pas, et c'est ce cap-là qu'il faut franchir. C'est à un moment poser la question, il ne s'agit pas de condamner nécessairement pénalement, il s'agit quand même de dire qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites et qui sont à l'origine du mal. Et le principe de la non-répétition, c'est de faire en sorte que pour que ça ne se reproduise pas, c'est déconstruire ce qui a posé des problèmes. Oui, merci beaucoup pour les interventions. En fait, moi, c'est une question un peu pratique par rapport à l'organisation des comités. Dans le cadre des comités vérité et réconciliation, vous avez précisé ce matin que les responsabilités, lorsqu'on vient plaider devant le comité, elles ne sont pas individuelles. Si j'ai bien compris, qu'on cherche à mettre la responsabilité sur un système, sur une structure qui est durablement établie. Vous avez mentionné que sur le hashtag MeToo, il n'y avait pas d'attaque ad hominem. J'ai deux questions. La première question, c'est qu'est-ce qui garantit que les attaques ad hominem ne soient pas répétées dans le cadre des témoignages livrés par les individus? Et est-ce que vous avez des exemples, dans vos connaissances des différents comités de réconciliation, de représailles qui auraient eu lieu à la sortie justement des témoignages, que ça ne réactive pas aussi des conflits, de nouveaux conflits, ou de représailles entre les gens? Merci. Là, pour répondre à votre question, puisque c'est moi qui ai évoqué la question du hashtag MeToo, qu'est-ce qui garantit qu'il n'y aurait pas du tout d'attaque ad hominem? Rien. La question, c'est qu'elle serait inutile. Et c'est pour ça que très vite, elles sont découragées. C'est-à-dire qu'au fond, l'attaque ad hominem peut servir, si vous dites, par exemple, telle force de police ou tel officier de police a donné tel ordre, il ne s'agira pas d'engager la responsabilité de cet officier de police-là, il s'agira de se poser la question de savoir pourquoi il a été placé dans cette posture-là et qu'est-ce qui éventuellement peut permettre d'expliquer ou de comprendre sa position. Donc il peut y avoir des évocations ad hominem, mais elles seront traitées de manière systémique. Sur les représailles, alors il y a deux remarques. Il est arrivé qu'à terme de commission vérité, il y ait des formes de représailles, et notamment c'était le cas en Afrique du Sud, de représailles un peu sociales. La plupart des policiers blancs qui sont venus raconter ce qu'ils avaient fait, et ils ont été obligés de donner des détails, puisque c'était la condition de leur amnistie. Alors ils n'ont pas eu de sanction pénale,
sauf quand la commission a décidé que le truc n'était pas sincère. Mais ils ont eu des sanctions, je dirais, un peu sociales, dans la mesure où leurs familles, et notamment leurs enfants, se sont majoritairement détournés de leur père. C'est-à-dire que l'idée a été de dire, voilà, il y a un taux de divorce qui va être très important après, un taux de rupture familiale, parce qu'on ne veut plus... Parce que la réalité, elle est apparue. Donc il y a la représaille sociale, c'est la vérité. Maintenant, pour des représailles plus violentes, je n'ai pas d'exemple. Alors, il peut y en avoir certainement eu de manière incidente, mais globalement et au regard et de la violence révélée et du nombre de perpétrateurs, je pense qu'il y a eu très peu de représailles. En revanche, moi, je réfute, oui et non, l'idée qu'il puisse y avoir une renaissance de la violence ou un ravivement de la violence par la commission vérité. C'est pas la commission vérité qui va raviver la violence, c'est la violence qui n'avait pas été calmée. Alors, la réserve que je mets, c'est de quelle violence il s'agit. Et notamment, je pense de la violence traumatique pour les victimes. Parce que le fait d'être amené à pouvoir répéter leur témoignage, et le fait parfois d'être amené à répéter le témoignage dans une posture qui va les fragiliser. Je pense notamment aux victimes de violences sexuelles, qui vont venir raconter les violences qu'elles ont subies et qui vont, de ce fait-là, subir une forme de stigmatisation de leur communauté. Ça, c'est une vraie difficulté. Et ça, c'est une vraie source de violence. Et ça, c'est quelque chose auquel les commissions doivent faire extrêmement attention, que ce soit par les anonymats, que ce soit par des choses comme ça, parce que ça, c'est... les victimes, elles sont dans une situation... vous voyez, par exemple, dans la commission qui travaille sur les violences sexuelles à Beth-Haram, c'est des gens qui ont subi des violences sexuelles extrêmement graves il y a 40 ans, et on a parfois des victimes qui vous disent « J'aurais peut-être pas dû parler parce que je m'étais habitué à vivre avec ça. Et maintenant, c'est revenu à la surface. » Donc ça, c'est une vraie difficulté. Mais ça m'amène aussi à partager quelque chose, c'est que parfois, la commission vérité, elle est plus utile pour la société que pour les victimes. Parce qu'elle permet une restructuration sociale, une prise de conscience globale, là où les victimes, elles sont un peu exposées. Par exemple, pour la commission vérité sud-africaine, aujourd'hui, 60% des victimes disent qu'elles regrettent d'avoir été témoignées parce que ça ne leur a pas apporté ce qu'elles imaginaient que ça leur apporterait. En revanche, la société sud-africaine a pris de plein fouet les témoignages de la commission vérité. Et tout à l'heure, on le disait, dans quel lieu la commission vérité, elle doit bouger. C'est une commission foraine, elle doit aller au-devant des victimes, elle doit aller là où les choses se sont passées. On sait que ça s'est passé. Et aujourd'hui, même si le discours des Blancs, c'est de dire « ouais, c'était pas si grave », ils ne sont pas très flambards quand même avec ça, parce qu'on sait ce qui s'est passé et on sait que c'est extrêmement grave. Donc voilà, c'est un peu ça, cette dichotomie qui doit être faite entre l'effet qui va améliorer la situation des victimes et avec beaucoup de difficultés, et l'effet qui va permettre à la société de prendre conscience d'un certain nombre de réalités, et là qui est beaucoup plus positif et beaucoup moins traumatique, si j'ose dire. Merci Jean-Pierre, je pense qu'on va clore pour essayer de garder un petit peu le temps, et puis on poursuit évidemment à la sortie de l'amphi. Encore une fois, merci aux panélistes pour avoir proposé un cadre de réflexion sur la justice transitionnelle en Nouvelle-Calédonie, et on va continuer à approfondir en changeant de panel et en évoquant un certain nombre d'initiatives locales et d'expériences locales qui pourraient accompagner ou qui pourraient porter la justice transitionnelle. Donc on fait le petit changement, on vous laisse la parole et on poursuit les débats.